Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e numéro d'Interaction consacré à l'Afghanistan et à un sujet qui fait la une du Figaro aujourd'hui. Vous pouvez le voir, le retour en force des talibans, une résurgence d'attaques terroristes qui bouleverse les Afghans, qui fragilise encore un peu plus le président Ashraf Ghani et qui inquiète l'état-major américain. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Emmanuel Derville, journaliste correspondant à New Delhi, et vous êtes spécialiste de cette région de l'Asie, notamment pour le Figaro. Philippe Gély, notre correspondant également à Washington. Et puis en plateau avec nous, Renaud Girard, chroniqueur international du Figaro. Et vous avez écrit en 2010 « Retour à Peshawar », c'est une région que vous connaissez bien. Mais messieurs, avant vos explications, vos analyses, Laure Kermanak revient sur ces attaques qui ont ensanglanté l'Afghanistan depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année 2018, l'Afghanistan a subi une succession d'attaques particulièrement meurtrières. Les talibans, chassés du pouvoir en 2001 et en guerre contre l'État central depuis, ont accéléré le rythme des attaques terroristes pour accroître la pression sur le président Ashraf Ghani. Le 21 janvier, l'hôtel intercontinental de Kaboul est attaqué par un commando taliban, 40 morts et plus de 140 blessés. Le 27 janvier, la capitale est de nouveau touchée. Une ambulance piégée par les talibans explose. Un dernier bilan annonce 103 morts et 230 blessés. L'inefficacité des services de sécurité est pointée du doigt. Le chef des services de renseignement du pays répond « J'espère que les Afghans comprennent qu'il s'agit d'une guerre régionale et internationale contre le terrorisme », rappelant ainsi que 20 groupes terroristes opèrent dans le pays. Parmi eux, Daesh, qui a revendiqué le 24 janvier dans la ville de Jalalabad l'explosion d'une voiture piégée et l'activation d'une veste explosive dans les locaux de l'ONG Save the Children qui font 5 victimes. Le 29 janvier, l'académie militaire de Kaboul est visée. 11 soldats perdent la vie. Cette académie avait déjà été touchée par un attentat en octobre dernier. Face à la colère des Afghans, le président Ashraf Ghani assure sur Twitter que sa priorité désormais est de renforcer les services de renseignement et le ministère de l'Intérieur. Vous pouvez également commenter cette émission sur Twitter, #FigaroLive. Il y a une question d'ailleurs qu'on vous pose depuis ce matin. La coalition doit-elle accroître son effectif en Afghanistan suite à la récente multiplication d'attaques terroristes? Nous commenterons les résultats de ce sondage avec vous, Renaud Girard, à la fin de cette émission. Mais on va commencer tout de suite avec vous, Emmanuel Derville. Vous êtes basé en ce moment même à New Delhi, mais vous observez avec beaucoup d'attention ce qu'il se passe en Afghanistan. Sur place, ce qui prime, est-ce la peur de nouvelles attaques ou est-ce la colère des Afghans contre ce gouvernement qui ne parvient pas à les arrêter? Alors, je crois que les deux éléments cohabitent. Il faut bien comprendre que l'Afghanistan baigne dans la guerre civile, finalement depuis le renversement du roi Zahir Shah en 1973. Plus récemment encore, depuis quelques années, les attentats et les attaques à la bombe, les embuscades se multiplient. On a dépassé le chiffre de 21 000, le chiffre de 21 000 incidents, on va dire, sécuritaires sur les 9 premiers mois de l'année 2016. Donc, si vous voulez, face à ce contexte-là qui dure depuis plus de 30 ans, les Afghans sont obligés de faire preuve d'un minimum de résilience. C'est toujours frappant quand on va à Kaboul après un attentat de voir qu'au bout de quelques jours, la vie reprend normalement son cours. Les gens repartent travailler, les enfants vont à l'école, comme si finalement rien ne s'était passé quelques jours plus tôt. Maintenant, concernant le deuxième élément, il est clair que la colère contre le gouvernement d'Ashraf Ghani est bien réelle. Hein. Beaucoup d'habitants se demandent comment les talibans, comment Daesh parviennent à frapper la capitale alors que l'armée et la police patrouillent en permanence dans une ville qui est quadrillée par les barrages de sécurité. Merci beaucoup Emmanuel. Oui Renaud, c'est ce qu'on disait. On ne dit pas dans cette émission que l'Afghanistan a été épargné depuis des semaines et des mois d'attaques terroristes et que soudain, il y en a 3 ou 4. C'est un pays qui est durablement marqué par le terrorisme. C'est juste que depuis le début de l'année, l'ampleur de ces attaques est peut-être nouvelle et c'est cela qui étonne. Oui, c'est-à-dire que c'est un pays qui a chassé les talibans, c'est-à-dire ce sont ces étudiants en théologie, c'est-à-dire c'est une fraction radicale de l'islam qui ne donnait pratiquement aucun droit aux femmes notamment et qui ne trouvait pas utile de donner de l'enseignement aux filles, mais qui en fait gouvernait l'Afghanistan jusqu'à ce qu'ils en furent chassés par une attaque venue de l'Alliance du Nord, c'est-à-dire des Tadjiks et des Ouzbeks, parce que les talibans étaient des Pashtuns. Tous les Pashtuns ne sont pas talibans, mais tous les talibans sont Pashtuns. Et donc,
ils essayent de reprendre le pouvoir contre la présidence d'Ashraf Ghani qu'ils disent être installée par l'étranger, et ils emploient tous les moyens. Alors effectivement, le moyen le plus facile à leur disposition, c'est de terroriser la population, c'est ce terrorisme, mais tous les moyens sont bons. C'est une arme de guerre. En fait, il y a une guerre entre une population pachtoune traditionnelle et ceux qui veulent un Afghanistan plus occidental, plus ouvert sur la culture occidentale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Philippe Gély, l'Afghanistan, vous le rappeliez d'ailleurs dans votre article d'aujourd'hui même dans le Figaro, c'est la guerre la plus longue que les États-Unis aient connue, 17 ans de conflit entre les talibans, et avec des stratégies fluctuantes selon les administrations. Je voulais vous montrer ce document que je peux vous montrer donc sur ma tablette, du service de recherche du Congrès américain qui montre l'évolution des troupes américaines dans le pays. En 2011, il y a eu quand même jusqu'à 100 000 hommes américains déployés en Afghanistan, Philippe. Oui, 100 000 hommes sur un déploiement total de la coalition occidentale de 140 000 hommes. Oui, je crois que les Américains commencent à avoir le sentiment qu'ils ont un peu tout essayé en Afghanistan. Il faut se rappeler que le renversement des talibans avec l'aide des forces locales, comme le rappelait Renaud, mais Bush avait envoyé moins de 800 forces spéciales et quelques raids aériens pour chasser les talibans du pouvoir à Kaboul. Le problème, c'est qu'il s'est détourné de l'Afghanistan un peu trop tôt. Pour envahir l'Irak, comme on se le rappelle, en 2003. Obama a pris le contre-pied en estimant que l'Irak était une guerre stupide et que l'Afghanistan était le vrai enjeu, l'endroit où il fallait vraiment l'emporter face aux extrémistes talibans en l'occurrence, et Al-Qaïda aussi. Il est monté jusqu'à 100 000 hommes. Il a annoncé un retrait selon un calendrier qui était donc fixé d'avance, qui est considéré comme une grande naïveté d'une manière générale en stratégie militaire, mais particulièrement dans cette région pleine de pièges. Aujourd'hui, on a Donald Trump qui a à son tour formulé une sorte de nouvelle stratégie, entre guillemets, au mois d'août dernier, en indiquant que son penchant personnel, c'était le retrait. Il estimait que les États-Unis n'avaient rien à gagner dans cette région du monde, mais qu'il avait pris acte d'un enjeu stratégique majeur qui était que si il y avait un retrait hâtif des forces américaines, le vide serait instantanément comblé par des terroristes qui pourraient de nouveau menacer les États-Unis. Et donc, il semble que Donald Trump soit prêt à se réengager de manière assez durable en Afghanistan. Emmanuel Derville, côté Afghanistan, cette fois-ci, on a pu voir le président Ashraf Ghani en parler notamment sur Twitter et réagir avec, par exemple, ce message que je vous montre où il salue le courage des forces de sécurité, mais il dit les réformes des services de renseignement et du ministère de l'Intérieur sont maintenant tout en haut de nos priorités. Comment on peut interpréter cette réponse du président afghan ? Alors, je pense qu'il y a deux manières de l'interpréter. La première, c'est que Ashraf Ghani comprend certainement que cette vague d'attentats qui secoue l'Afghanistan depuis quelques jours remet en cause sa capacité à gouverner et son sens des priorités. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a mis beaucoup d'énergie à réformer l'économie, à réformer les infrastructures, à lutter contre la corruption. Et cette violence qui maintenant lui éclate au visage ouvre finalement le flanc à la critique parce que l'opposition, et en particulier l'ancien chef des services de renseignement afghans, Amrullah Saleh, dit mais ce président s'est beaucoup trop focalisé sur la situation économique et il a négligé la situation sécuritaire. Et donc maintenant, quelque part, Ashraf Ghani est obligé de prendre cette critique en compte et de prendre le problème à bras-le-corps, notamment parce qu'il ne faut pas oublier que l'année prochaine, il y a des élections présidentielles en Afghanistan et que la sécurité va être évidemment un élément déterminant de la campagne pour les présidentielles. La deuxième raison à ça, c'est tout simplement qu'il admet ouvertement ce que beaucoup de gens savent depuis très longtemps, à savoir le manque de professionnalisme de l'armée et de la police afghane, qui est miné par la corruption. Cette corruption, en retour, mine le moral des hommes. Et donc, il faut absolument trouver un moyen d'endiguer cette corruption. Ça, c'est clairement évident. Il ne faut pas non plus oublier que cette armée afghane a vu sa réputation ternie ces derniers temps par des accusations d'abus sexuels sur mineurs. Ce qui est terrible, en fait, dans cette situation, c'est que cette armée et cette police afghane, et je inclus également les milices, on a à peu près en Afghanistan officiellement un effectif de 380-385 000 hommes. La seule unité dans tout ça qui, entre guillemets, fait le travail et qui obtient des succès tactiques contre les talibans, ce sont les commandos afghans qui ne regroupent que 11 000 hommes.
Et c'est pour cette raison qu'une des priorités, un des axes envisagés, c'est justement de renforcer l'effectif de ces commandos afghans pour les passer à environ 16 000 dans les prochaines années, pour essayer de trouver un moyen de contrer les talibans. Merci beaucoup Emmanuel. Vous nous posez déjà beaucoup de questions sur Twitter et sur la page Facebook du Figaro, sur lefigaro.fr. Je vous en pose une très très courte, Renaud. Paul qui nous demande, l'armée française est-elle toujours présente en Afghanistan? Non, l'armée française n'est plus présente en Afghanistan. Sarkozy avait beaucoup hésité avant de l'envoyer. Chirac, après les attentats de 2001, avait proposé d'envoyer les forces spéciales pour aider les Américains. Ça avait été refusé par Rumsfeld. Et finalement, il y avait eu une opération très légère de financement par la CIA des mouvements tadjiks et ouzbeks du Nord qui avaient pris Kaboul et donc chassé les talibans, comme le rappelait Philippe Gély. Ensuite, la France a fait l'erreur d'accepter de participer à la deuxième guerre d'Afghanistan, parce qu'en fait, il y a eu une deuxième guerre d'Afghanistan qui était une sorte de mission civilisatrice de la colonisation, où à la conférence de Bonn, on s'est engagé, l'Occident, à reconstruire l'Afghanistan, à le démocratiser et à le développer économiquement. Et si vous envoyez des hommes en armes, n'est-ce pas, pour reconstruire l'Afghanistan, les Afghans n'ont jamais aimé les étrangers en armes chez eux. Et ça a été le début de cette deuxième guerre d'Afghanistan. Et aujourd'hui, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que les Américains, les Occidentaux, qui ne savent plus coloniser, en fait, c'est un savoir-faire que nous n'avons plus du tout, qu'on nous avons peut-être eu au XIXe siècle, mais que nous n'avons plus aujourd'hui, n'ont pas réussi à former une police et une justice et une armée afghane efficaces et respectées par le peuple. Expliquez-nous un autre point, Renaud Girard, l'importance du Pakistan pour comprendre cette crise c'est un très grand problème, afghane, avec la carte qu'on va pouvoir vous montrer en régie. C'est un très grand problème parce que George W. Bush, en 2001, a simplement demandé quelques bases pour son aviation au Pakistan, qu'il lui a accordé, mais il n'a pas exigé que le Pakistan fasse la guerre aux talibans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Pakistan est devenu un refuge, un sanctuaire pour les talibans. Ils y sont toujours. Même, les services secrets pakistanais ont protégé Bin Laden, qui était en fait logé à Abbottabad, et les Américains ont été le tuer sans prévenir même les Pakistanais. Et aujourd'hui, Donald Trump a eu le mérite de mettre les pieds dans le plat en disant les Pakistanais ne peuvent pas être de deux côtés à la fois du côté des talibans et à la fois de notre côté. Ça doit suffire. Pourquoi est-ce que les Pakistanais soutiennent les talibans? Parce qu'ils ont une obsession. Ils sont obsédés par l'Inde, à tort à mon avis, mais enfin ils sont obsédés par leur rivalité avec l'Inde, et ils ont très peur d'être pris en tenaille, c'est-à-dire que l'Afghanistan se range du côté de leur ennemi classique, presque séculaire, qui est l'Inde. Et vous parliez de Donald Trump à l'instant, on va en parler évidemment avec vous, Philippe Gély, puisque le Pakistan a été l'objet de l'un des premiers tweets de Donald Trump de 2018, peut-être même le premier, je vais vous le montrer en direct. Il nous dit que les États-Unis ont bêtement donné au Pakistan plus de 33 milliards de dollars d'aide depuis 15 ans et qu'en retour, les Pakistanais n'ont rien donné à part des mensonges et la considération de nos leaders comme des idiots. Ils donnent un refuge aux terroristes que nous combattons en Afghanistan et aident très peu, c'est fini. Ça a été un tournant, ça, Philippe Gély, dans la stratégie américaine dans la région? On le saura vite. Ce qui est certain, c'est que Trump est allé plus loin que tous ses prédécesseurs dans la mise en cause du Pakistan. Il n'est pas le premier président américain à avoir des soucis avec l'attitude du Pakistan. Obama en avait eu, il avait lui-même retenu à 2 reprises une partie de l'aide américaine au Pakistan. Il faut savoir que les États-Unis ont donné depuis 2001 34 milliards de dollars d'aide au Pakistan, aux 2 tiers une aide militaire, 1 tiers d'aide économique. 4 jours après le tweet de Trump, comme vous le disiez, c'était le 1er de l'année, le 1er janvier au matin. 4 jours plus tard, le département d'État a suspendu le versement d'une partie de l'aide militaire d'environ 1,3 milliard de dollars.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a un effet de, il y a un effet, il y a une conséquence en fait de cette annonce américaine, de ces mesures américaines sur la situation que l'on voit aujourd'hui en Afghanistan? C'est possible, mais c'est difficile à démontrer de manière certaine. De même que les annonces d'envoi de renforts de troupes américaines, qui sont passées de 8 500 hommes à 14 000 et bientôt 15 000, peuvent être aussi considérées comme une des raisons pour lesquelles les attaques ont augmenté ou sont devenues plus spectaculaires. Mais c'est spéculatif de dire ça. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. Donald Trump a le talent sur beaucoup de dossiers de rappeler les fondamentaux. En l'occurrence, le Pakistan, comme le disait Renaud Girard, on ne peut pas être des deux côtés, dans les deux camps en même temps. Quoique, il a démontré un grand talent depuis 16 ans pour être dans les deux camps. Parallèlement, Trump a encouragé l'Inde à s'investir en Afghanistan. Je ne sais pas s'il a mesuré le risque géostratégique qu'il prenait vis-à-vis du Pakistan en encourageant l'Inde à développer son aide économique au Pakistan, à l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan est de plus en plus, elle a toujours été, mais est de plus en plus un terrain d'affrontement entre l'Inde et le Pakistan. Et enfin, la question centrale, c'est jusqu'où est prêt à aller Donald Trump pour tordre le bras aux Pakistanais. Tous les Occidentaux, toutes les puissances occidentales et tous les présidents américains ont hésité à pousser le Pakistan dans ses retranchements à cause tout simplement du fait qu'il a l'arme nucléaire et que le Pakistan a été très habile ces dernières décennies pour susciter une espèce de peur mondiale que son arsenal nucléaire tombe entre de mauvaises mains, à savoir des mains terroristes. Emmanuel Derville, sur place, quelles raisons sont aussi amenées pour expliquer cette résurgence d'attaques terroristes en Afghanistan, à part cette possible conséquence de la décision américaine? Alors, c'est quand même effectivement directement lié à la décision américaine. Il est évident qu'à partir du moment où les talibans amplifient leurs attaques à Kaboul et dans le reste du pays, le Pakistan s'impose de toute manière comme un interlocuteur un peu incontournable d'un processus de paix. Il ne faut quand même pas oublier que beaucoup de chefs talibans résident toujours à Quetta et à Peshawar et dans d'autres villes du pays. Donc effectivement, le Pakistan a un levier d'influence. Je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit sur l'équation Inde-Pakistan-Afghanistan, qui est très importante. Effectivement, Donald Trump, quand il a dévoilé sa stratégie pour l'Afghanistan en août 2017, il a appelé l'Inde à jouer un plus grand rôle dans la stabilisation de l'Afghanistan et un plus grand rôle en Asie du Sud. Ça, pour le Pakistan, c'est quelque chose qui pose vraiment problème, parce que le Pakistan est persuadé que l'Inde n'a jamais accepté la création du Pakistan en 1947, qui, je rappelle, est liée à la partition du sous-continent indien, après le départ des Britanniques. Donc le Pakistan aujourd'hui, que ce soit les officiers supérieurs de l'armée ou les hauts fonctionnaires, sont persuadés que l'Inde est un ennemi mortel qui veut détruire le Pakistan. Donc l'idée de Donald Trump de s'appuyer sur l'Inde pour stabiliser l'Afghanistan est inacceptable, c'est considéré comme une menace pour la sécurité nationale du Pakistan. Ça, c'est fondamental à comprendre. Et en plus, le Pakistan, je dirais, a d'énormes moyens de pression sur les États-Unis pour ce qui se passe en Afghanistan, pas seulement parce qu'il a la capacité sans doute d'influencer les talibans dans leur conduite des opérations, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier que le Pakistan peut fermer son espace aérien et ses routes au ravitaillement américain qui va vers l'Afghanistan. Sans ça, il n'est plus possible de faire grand-chose. Je doute que les Américains puissent passer par l'Iran ou par la Russie. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que la Chine, maintenant, a investi énormément au Pakistan, qu'elle a débloqué un vaste plan Marshall qui dépasse maintenant les 60 milliards de dollars, par rapport aux quelques 1 à 2 milliards de dollars d'aide militaire qui ont été gelés par les États-Unis au début du mois de janvier. On voit bien le fossé. Donc, économiquement, le Pakistan a parfaitement les moyens de se passer de l'aide américaine. Merci beaucoup Emmanuel pour ces précisions. On va parler dans une poignée de secondes d'une autre menace qui est en Afghanistan maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, c'est Daesh qui ressurgit. Mais avant cela, vous posez énormément de questions sur Figaro et sur la page Facebook du Figaro. Je vous en soumets quelques-unes. Il y a beaucoup de lassitude, on le voit dans vos commentaires. Pensez-vous que cette guerre prendra fin un jour, nous dit Peclet, tant que la vente d'armes est rentable, les guerres et les attentats continueront. Renaud Girard, un commentaire, on a l'impression qu'effectivement cette guerre ne finira jamais. Oui, d'ailleurs l'Afghanistan a toujours été un petit peu en guerre, ça n'a jamais été un pays extrêmement stable, ça n'a jamais été la Suède ou la Suisse.
l'Afghanistan. Il y a quand même un sentiment national qui perdure, c'est assez étonnant, malgré les ethnies différentes, les Tadjiks et les Ouzbeks au nord, les Pashtuns au sud, mais c'est un pays qui n'est pas stable et qui est l'enjeu effectivement de la rivalité entre le Pakistan et l'Inde. L'erreur fondamentale, grosso modo, de la part des Occidentaux, est de ne pas... Alors, on peut comprendre la première guerre d'octobre 2001 pour en fait chasser les Arabes d'Al-Qaïda qui s'étaient installés avec l'accord complet ou pas complet de Mollah Omar, ce n'est pas sûr. Enfin, c'est pas sûr qu'en tout cas, Mollah Omar savait qu'on allait attaquer New York. Je pense qu'il ne le savait pas. Bin Laden lui avait caché. Mais ensuite, c'est d'être resté. C'est ça l'erreur. On aurait dû... Bon, l'Alliance du Nord avait pris le pouvoir à Kaboul. On a dit voilà. Et certains estiment que l'armée de la coalition est partie trop tôt et qu'en 2001, elle est arrivée pour chasser les talibans, mais que dès 2003, elle s'est plutôt intéressée vers l'Irak. Oui, alors effectivement, il y a eu ce plan extrêmement ambitieux dont je parlais de la conférence de Bonn de décembre 2001, à laquelle d'ailleurs la France, c'était Hubert Védrine qui était notre ministre, a souscrit imprudemment, qui était de dire donc de reconstruire, de développer économiquement et de démocratiser l'Afghanistan. On a même prévu une élection présidentielle à 2 tours. Jamais les Afghans n'ont réussi à organiser le 2e tour. Jamais, voilà, parce que c'est trop compliqué là-bas, il y a trop d'enjeux de sécurité. L'erreur, elle est là, parce qu'on ne sait plus faire ça, et ce n'est pas le rôle de l'OTAN. Moi, j'ai vu ces soldats américains, ces 100 000, j'ai vécu dans des bases, mais ils n'ont pratiquement aucun contact avec la population. Quand ils sortent dans les rues, ils sont bardés comme des Robocop, si vous voulez. Il n'y a pas de... ce sont des êtres étrangers au pays. Il y a reconstruction du pays. Oui, non, mais il n'y a absolument pas d'idiosyncrasie, de mélange entre ces Occidentaux venus aider les Afghans et les Afghans. Et regardez, ce qui est terrible, vous parliez de Save the Children qui a été attaqué à Jalalabad. Donc vous avez des sympathiques anglaises qui vont s'occuper des enfants afghans, à leur apporter... et ceux-là même qui viennent, ils sont considérés comme des étrangers, ils se font attaquer. Il y a une perception complètement folle des Occidentaux de l'Afghanistan. Je crois qu'il faut laisser les Afghans gérer leur pays. Si évidemment ils font des bases terroristes, il faut les détruire avec des actions commando, mais c'est tout. Mais il ne faut pas prétendre gérer ou les aider même à reconstruire le pays. Il faut laisser ce pays en l'état jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de stabilité et ensuite traiter avec un pays qui demandera à ce qu'on ait des relations avec lui. Vous l'avez vu dans ce début d'émission avec le sujet de Laure Kermanek, Daesh a également perpétré des attaques depuis le début de l'année. C'est un autre point d'inquiétude dans la région. Daesh qui a été chassé des territoires d'Irak et de Syrie. Certains disent qu'il se recycle en Afghanistan. Et Emmanuel Derville, je voulais vous soumettre une question que l'on a vue sur Twitter. J'ai entendu, c'est Jennifer Clavaro qui nous dit ça, j'ai entendu que l'EI voudrait en faire son nouveau fief. Elle part de l'Afghanistan. Est-ce vrai? Et qu'en est-il de leur relation avec les talibans? Alors, il y a 2 dimensions dans cette question. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je me souviens que des sources de renseignement occidentales à Kaboul nous confiaient qu'il y avait eu des transferts de fonds entre l'Irak et Daesh en Afghanistan. Donc, clairement, il y a eu des communications entre les 2 entités ces dernières années, et c'est ce qui explique aujourd'hui que Daesh est quand même un trésor de guerre assez important aujourd'hui en Afghanistan. Malgré tout, il faut bien comprendre qu'on n'a à l'heure actuelle aucune certitude sur le nombre exact de combattants de Daesh qui ont fui l'Irak et la Syrie pour se réfugier en Afghanistan. Au mois de décembre, fin décembre, le porte-parole de l'OTAN à Kaboul affirmait qu'il n'avait aucune information concrète sur ce sujet. Ça veut dire que pour l'instant, c'est un phénomène qui n'existe pas. Donc ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, sur l'aspect fief, il faut bien comprendre que quand vous observez la propagande de Daesh, notamment ces magazines, l'Afghanistan y figure très régulièrement. Ce n'est pas un hasard. Un certain nombre de figures idéologiques de Daesh ont séjourné en Afghanistan. C'est le cas, par exemple, d'Abou Moussa al-Zarqawi, qui a participé à la guerre civile en Afghanistan dans les années 90. Il combattait dans le nord du pays, il avait son propre groupe. Je crois également qu'il ne faut pas oublier non plus qu'Abou Bakr al-Baghdadi a également séjourné en Afghanistan. Donc c'est un pays qui, sur le plan historique,
est très important pour les djihadistes. Il ne faut pas oublier que c'est là qu'Al-Qaïda est né. C'est un peu un hub du djihadisme international. Et alors maintenant, Emmanuel, je vous coupe, excusez-moi, maintenant la question que l'on se pose, c'est la relation entre Daesh et les talibans. Sont-ils des groupes concurrents ou est-ce qu'ils perpètrent également des attentats ensemble? C'est déjà arrivé en tout cas. Alors, d'après mes informations, non. Je crois qu'il faut bien comprendre que Daesh Khorasan, donc Daesh Afghanistan et les talibans, sont deux mouvements qui ont deux idéologies très différentes. Les talibans veulent instaurer un émirat islamique en Afghanistan uniquement. Daesh veut rétablir le califat à l'échelle de l'Oumma, c'est-à-dire de la communauté des croyants. Donc déjà, on a deux objectifs stratégiques très différents. Il ne faut pas oublier que depuis plusieurs mois, et c'était le cas d'ailleurs dès le départ, quand Daesh a commencé à avoir ses premières cellules en Afghanistan, les talibans ont combattu Daesh très férocement, avec beaucoup d'échecs d'ailleurs à leur actif, je veux dire. Mais voilà, c'est un élément qu'il ne faut pas sous-estimer. Je crois aussi qu'il ne faut pas confondre un élément très important. Je ne crois pas que les talibans coordonnent leurs actions avec Daesh ou commettent des attentats ensemble. En revanche, ce qu'on constate clairement sur le terrain, c'est que des chefs talibans afghans décident de changer de camp, notamment par appât du gain. Et c'est ce qui a permis à Daesh, de quelque part, de faire main basse sur certaines factions talibanes et donc de s'étendre au-delà de certaines poches qu'ils pouvaient avoir dans l'est du pays au départ et aussi dans le sud. Et quand Daesh est arrivé dans le Helmand, par exemple, dans la province du Helmand, dans le sud du pays, qui est un bastion taliban, je veux dire, les talibans les ont chassés très rapidement, et d'ailleurs avec l'aide des drones américains, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup Emmanuel. Bon, on va s'intéresser maintenant à la stratégie américaine pour répondre à la résurgence de ces menaces. Avec vous, Philippe Gély, que fera donc l'Amérique? Écoutons d'abord ce que dit son président, même s'il est vrai que son administration n'est pas toujours d'accord avec lui. We see what they're doing and the atrocities that they're committing and killing their own people. And those people are women and children, many, many women and children that are totally innocent. It is horrible. So there's no talking to the Taliban. We don't want to talk to the Taliban. We're going to finish what we have to finish. What nobody else has been able to finish, we're going to be able to do it. Philippe, au-delà de cette formule donc pleine de promesses, quelle stratégie se dessine à Washington pour l'Afghanistan? Cette formule met en cause en quelque sorte la stratégie, parce que la stratégie a été exposée le 21 août dernier par Donald Trump lui-même, et elle spécifiait que le but recherché était relativement modeste, mais il était politique. Il était d'exercer une pression militaire sur les talibans pour les amener à la table de négociation avec l'espoir de trouver un règlement politique, au moins avec une partie des talibans. Lorsque le président dit au début de la semaine qu'il refuse de parler aux talibans, il entame en quelque sorte sa propre stratégie. Je crois que le dossier afghan va mettre à l'épreuve et va tester la consistance de Donald Trump sur un dossier extrêmement complexe. Est-ce qu'il a de la suite dans les idées? Est-ce qu'il va vraiment tenir le cap ou changer d'avis brutalement et dire mais je reviens à mon inclination première, on ne peut rien réussir dans ce pays et on se retire. Et la même chose s'applique au Pakistan. Jusqu'où va-t-il être prêt à faire pression sur le Pakistan au risque de fragiliser le régime, encore une fois un pays qui possède l'arme nucléaire et qui fait peur à toute la communauté internationale. Merci beaucoup Philippe. Je vous propose encore quelques commentaires d'internautes que nous avons vus sur le Figaro. Philippe qui nous dit « Ces pays sont complexes, il y a des tribus, des clans et chacun a des intérêts divergents et veut le pouvoir. L'islamisme radical est un bon support, il aide les uns au détriment des autres en attendant de les neutraliser tous. » Emmanuel, un commentaire. Je vous montre en même temps cette carte toujours du service de documentation du Congrès américain qui montre bien les différentes ethnies que compose l'Afghanistan. Et qui montre la complexité de la réponse politique dans le pays. Alors, c'est vrai que l'Afghanistan est parcouru par énormément d'ethnies. Pendant très longtemps, certaines ethnies, par exemple, vous prenez les Tadjiks, les Ouzbeks, les Hazaras, avaient leurs propres groupes armés. C'était très vrai notamment durant la guerre civile des années 90. Et certains, encore aujourd'hui d'ailleurs, certains représentants de ces minorités ethniques craignent toujours que les Pashtuns majoritaires s'emparent du pouvoir en Afghanistan, accaparent l'appareil administratif et l'armée. Donc ça, c'est une crainte qui existe. Malgré tout, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer trop cette composante ethnique. Certes, elle est un facteur qui peut parfois diviser,
Mais il ne faut pas oublier que ces dernières années, l'armée afghane a mis beaucoup d'efforts pour recruter dans différentes régions du pays. Je me souviens très bien l'année dernière d'avoir vu lors d'un reportage des soldats d'une unité afghane qui venaient des quatre coins du pays. Et le général qui commandait cette unité, qui était lui-même un Tadjik, était très fier de m'expliquer que tous ces hommes venaient des quatre coins du pays et que c'était une armée nationale, pas du tout une milice ethnique au service d'une ethnie au détriment d'une autre. Parallèlement à ça, il ne faut pas non plus oublier que les talibans, qui pendant très longtemps, certes, ont été un mouvement Pashtun, du sud Pashtun, notamment de Kandahar, élargit leur recrutement ces dernières années à d'autres ethnies du pays. Donc ce facteur ethnique n'est pas forcément, je crois, un facteur déterminant dans le conflit en cours, notamment parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre chaque ethnie, au sein de chaque ethnie, il peut y aussi y avoir d'importantes rivalités. Merci beaucoup Emmanuel. On répond à la question Twitter que l'on vous propose depuis ce matin. La coalition doit-elle accroître son effectif en Afghanistan ? Voici en direct donc le résultat. Oui, nous répondent nos internautes à 42%. Renaud Girard, je vous soumets la même question, mais avec un commentaire d'internaute qui m'intéressait. L'État islamique, c'est Life Forever qui nous dit « L'État islamique n'est pas mort et s'est trouvé un nouveau point de chute. Nos nations ne sont pas à l'abri car les ordres ne viendront plus d'Irak ou de Syrie, mais d'Afghanistan. » Ça sera le mot de la fin ensuite. Oui, mais en fait, vous savez, c'est pas l'Afghanistan musulman qui est un danger, c'est comment des mouvements peuvent obtenir des complicités à l'intérieur de l'Occident pour commettre des actes terroristes. On a vu que dans les actes de 2001, si la CIA et le FBI s'étaient simplement concertés, ou si les Américains, le FBI, avaient fait ce que la DST française leur suggérait de faire, ces attentats auraient été déjoués. Par ailleurs, les Soudanais, en 1996, avaient proposé, le chef des services secrets soudanais était allé à l'anglais, au siège de la CIA, pour proposer de leur donner Bin Laden. Les Américains avaient refusé, parce qu'ils disaient « Ah, on ne sait pas de quoi l'inculper ». C'était avant les attentats dans les ambassades du Kenya et de Tanzanie de 1998. Donc, en fait, je pense que la défense, si vous voulez, la défense des pays occidentaux se fait avant tout dans ces pays occidentaux. Les attaques dont les Français ont souffert, le Bataclan, etc., ont été organisées, alors peut-être par des gens qui avaient fait des passages en Afghanistan, alors là il faut évidemment bien contrôler, mais qui étaient par des résidents français. Et les derniers attentats islamistes aux États-Unis ont été perpétrés par des résidents venus de pays islamiques, mais des résidents américains. Donc je ne crois pas du tout, si vous voulez, on ne peut pas, on a décidé de ne plus faire de colonisation, on ne peut pas faire de colonisation à moitié. On n'arrivera jamais à coloniser l'Afghanistan parce qu'on ne mettra jamais les moyens, et puis parce qu'on ne sait pas faire, et puis parce qu'il faut employer des méthodes extrêmement violentes qu'on n'est pas prêt à faire, et qu'il faut en apprendre les langues. Enfin, c'est un boulot immense. Et donc, on ne le fera pas. Et donc, il ne faut pas, je pense, s'obséder sur la possibilité d'un sanctuaire. Je pense que la sécurité, elle se fait chez nous, et elle se fait aussi dans les relations entre ces zones, ces possibles sanctuaires, et nos pays. Et il faut garder en mémoire qu'on a toujours la possibilité de faire des actions commando, ou bien des actions de service secret, c'est-à-dire qui utilisent les tribus les unes contre les autres. Mais l'occupation d'un pays, la colonisation d'un pays, nous ne savons pas faire, il faut arrêter de rêver. Merci beaucoup Renaud Girard, merci d'avoir été avec nous. Philippe Gély à Washington, bonne journée à vous. Emmanuel à New Delhi, bonne soirée à vous. Et quant à vous maintenant, vous pouvez regarder l'interview de notre correspondante de la semaine, Anastina Eikila, finlandaise, et qui nous parle de la réélection au premier tour de son président, c'était dimanche dernier.